Entre ici Jean Moulin. Discours d'André Malraux, ministre d'État chargé des Affaires culturelles, lors du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, 19 décembre 1964. Jean Moulin, l'unificateur des mouvements de résistance contre l'occupant nazi, est mort sous la torture depuis plus de 20 ans, quand André Malraux prononce son éloge au pied d'un Panthéon qui ne fut jamais si beau qu'en ce sombre matin, écrira le lendemain François Mauriac. Ce 19 décembre 1964, il fait froid. La voix de l'orateur, chahutée par les sautes de vent, s'impose dans la bourrasque. Face à lui, les anciens de la résistance, anonymes, émus, transis, unanimes, et le général de Gaulle, enveloppé dans un grand manteau. Pour quelques heures, le président de la République semble être redevenu l'homme du 18 juin 1940, celui qui, de Londres, refusa l'armistice avec l'Allemagne signé par le maréchal Pétain. Toutes et tous écoutent Malraux, le ministre de la Culture en exercice, l'ancien résistant et le romancier aux envolées épiques qui fait surgir d'outre-tombe les fusillés et les torturés. Cette journée fut un moment d'unité nationale autour de l'un des héros de la Seconde Guerre mondiale. Une pause en forme de leçon d'histoire, dans un pays en pleine transformation sociale et économique, qui tente toujours de panser les plaies et les divisions provoquées par la guerre d'Algérie. Discours d'André Malraux. Comme le veut le protocole, le discours est adressé à Charles de Gaulle, président de la République au moment des faits. Monsieur le Président de la République, voilà donc plus de 20 ans que Jean Moulin partit, par un temps de décembre sans doute semblable à celui-ci, pour être parachuté sur la terre de Provence et devenir le chef d'un peuple de la nuit. Sans la cérémonie d'aujourd'hui, combien d'enfants de France sauraient son nom? Il ne le retrouva lui-même que pour être tué, et depuis sont nés 16 millions d'enfants. Puissent les commémorations des deux guerres s'achever aujourd'hui par la résurrection du peuple d'ombre que cet homme anima, qu'il symbolise, et qu'il fait entrer ici comme une humble garde solennelle autour de son corps de mort. Après 20 ans, la résistance est devenue un monde de limbes où la légende se mêle à l'organisation. Le sentiment profond, organique, millénaire, qui a pris depuis son action légendaire, voici comment je l'ai rencontré. Dans un village de Corrèze, les Allemands avaient tué des combattants du maquis et donné ordre aux mères de les faire enterrer en secret à l'aube. Il est d'usage dans cette région que chaque femme assiste aux obsèques de tout mort de son village en se tenant sur la tombe de sa propre famille. Nul ne connaissait ces morts, qui étaient des Alsaciens. Quand ils atteignirent le cimetière, portés par nos paysans sous la garde menaçante des mitraillettes allemandes, la nuit qui se retirait, comme la mer, laissa paraître les femmes noires de Corrèze, immobiles du haut en bas de la montagne, et attendant en silence, chacune sur la tombe des siens, l'ensevelissement des morts français. Ce sentiment qui appelle la légende, sans lequel la résistance n'eût jamais existé, et qui nous réunit aujourd'hui, c'est peut-être simplement l'accent invincible de la fraternité. Comment organiser cette fraternité pour en faire un combat? On sait ce que Jean Moulin pensait de la résistance. Au moment où il partit pour Londres, il serait fou et criminel de ne pas utiliser, en cas d'action alliée sur le continent, ces troupes prêtes aux sacrifices les plus grands, éparses et anarchiques aujourd'hui, mais pouvant constituer demain une armée cohérente de parachutistes déjà en place, connaissant les lieux, ayant choisi leur adversaire et déterminé leur objectif. C'était bien l'opinion du général de Gaulle. Néanmoins, lorsque le 1er janvier 1942, Jean Moulin fut parachuté en France, la résistance n'était encore qu'un désordre de courage. Une presse clandestine, une source d'information, une conspiration pour assembler ces troupes qui n'existaient pas encore. Or, ces informations étaient destinées à tel ou tel allié. Ces troupes se lèveraient lorsque les alliés débarqueraient. Certes, les résistants étaient des combattants fidèles aux alliés, mais ils voulaient cesser d'être des Français résistants et devenir la résistance française. C'est pourquoi Jean Moulin est allé à Londres. Pas seulement parce que s'y trouvaient des combattants français, qui eussent pu n'être qu'une légion, pas seulement parce qu'une partie de l'Empire avait rallié la France libre. S'il venait demander au général de Gaulle de l'argent et des armes,
Il venait aussi lui demander une approbation morale, des liaisons fréquentes, rapides et sûres avec lui. Le général assumait alors le nom du premier jour. Le maintien du combat, quel qu'en fût le lieu, quelle qu'en fût la forme. Enfin, le destin de la France. La force des appels de juin 40 tenait moins aux forces immenses qui n'avaient pas encore donné qu'à. Il faut que la France soit présente à la victoire. Alors elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. La France, et non telle légion de combattants français. C'était par la France libre que les résistants de Bir Hakeim se conjuguaient. Former une France combattante restée au combat. Chaque groupe de résistants pouvait se légitimer par l'allié qui l'armait le soutenait, voire par son seul courage. Le général de Gaulle, seul, pouvait appeler les mouvements de résistance à l'union entre eux et avec tous les autres combats. Car c'était à travers lui seul que la France livrait un seul combat. C'est pourquoi, même lorsque le président Roosevelt croira assister à une rivalité de généraux ou de partis, l'armée d'Afrique, depuis la Provence jusqu'aux Vosges, combattra au nom du gaullisme comme feront les troupes du Parti communiste. C'est pourquoi Jean Moulin avait emporté, dans le double fond d'une boîte d'allumettes, la microphoto du très simple ordre suivant. Monsieur Moulin a pour mission de réaliser, dans la zone non directement occupée de la métropole, l'unité d'action de tous les éléments qui résistent à l'ennemi et à ses collaborateurs. Inépuisablement, il montre au chef des groupements le danger qu'entraîne le déchirement de la résistance entre des tuteurs différents. Chaque événement capital, entrée en guerre de la Russie, puis des États-Unis, débarquement en Afrique du Nord, renforce sa position. À partir du débarquement, il devient évident que la France va redevenir un théâtre d'opérations. Mais la presse clandestine, le renseignement, même enrichi par l'action du noyautage des administrations publiques, sont à l'échelle de l'occupation, non de la guerre. Si la résistance sait qu'elle ne délivrera pas la France sans les Alliés, elle n'ignore plus l'aide militaire que son unité pourrait leur apporter. Elle a peu à peu appris que s'il est relativement facile de faire sauter un pont, il n'est pas moins facile de le réparer. Alors que s'il est facile à la résistance de faire sauter 200 ponts, il est difficile aux Allemands de les réparer à la fois. En un mot, elle sait qu'une aide efficace aux armées de débarquement est inséparable d'un plan d'ensemble. Il faut que sur toutes les routes, sur toutes les voies ferrées de France, les combattants clandestins désorganisent méthodiquement la concentration des divisions cuirassées allemandes. Et un tel plan d'ensemble ne peut être conçu et exécuté que par l'unité de la résistance. C'est à quoi Jean Moulin s'emploie jour après jour, peine après peine, un mouvement de résistance après l'autre. Et maintenant, essayons de calmer les colères d'en face. Il y a inévitablement des problèmes de personnes, et bien davantage. La misère de la France combattante, l'exaspérante certitude pour chaque maquis ou chaque groupe franc, d'être spolié au bénéfice d'un autre maquis ou d'un autre groupe, qu'indignent au même moment les mêmes illusions. Qui donc sait encore ce qu'il fallut d'acharnement pour parler le même langage à des instituteurs radicaux ou réactionnaires, des officiers réactionnaires ou libéraux, des trotskistes ou communistes de retour de Moscou, tous promis à la même délivrance ou à la même prison. Ce qu'il fallut de rigueur à un ami de la République espagnole, un ancien préfet radical chassé par Vichy, pour exiger d'accueillir dans le combat commun tel rescapé de la cagoule. Jean Moulin n'a nul besoin d'une gloire usurpée. Ce n'est pas lui qui a créé Combat, Libération, Franc-Tireur, c'est Freinet. Dastier, Jean-Pierre Lévy. Ce n'est pas lui qui a créé les nombreux mouvements de la zone nord, dont l'histoire recueillera tous les noms. Ce n'est pas lui qui a fait les régiments, mais c'est lui qui a fait l'armée. Il a été le Carnot de la résistance. Attribuer peu d'importance aux opinions dites politiques, lorsque la nation est en péril de mort, la nation, non pas un nationalisme alors écrasé sous les chars hitlériens, mais la donnée invisible, invincible et mystérieuse qui allait emplir le siècle. Penser qu'elle dominerait bientôt les doctrines totalitaires dont retentissait l'Europe, voir dans l'unité de la résistance le moyen capital du combat pour l'unité de la nation. C'était peut-être affirmer ce qu'on a depuis appelé le gaullisme. C'était certainement proclamer la survie de la France. En février, ce laïc passionné avait établi sa liaison par radio avec Londres dans le grenier d'un presbytère. En avril, le service d'information et de propagande, puis le comité général d'études étaient formés. En septembre, le noyautage des administrations publiques.
Enfin, le général de Gaulle décidait la création d'un comité de coordination que présiderait Jean Moulin, assisté du chef de l'armée secrète unifiée. La préhistoire avait pris fin. Coordonnateur de la résistance en zone sud, Jean Moulin en devenait le chef. En janvier 1943, le comité directeur des mouvements unis de la résistance, ce que jusqu'à la libération nous appellerions les murs, était créé sous sa présidence. En février, il repartait pour Londres avec le général Delestrin, chef de l'armée secrète, et Jacques d'Alsace. De ce jour, le témoignage le plus émouvant a été donné par le colonel Passy. Je revois Moulin, blême, saisi par l'émotion, qui nous étreignait tous, se tenant à quelques pas devant le général, et celui-ci disant, presque à voix basse, « Mettez-vous au garde à vous ». Puis, nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France dans l'honneur et par la victoire. Et pendant que De Gaulle lui donnait l'accolade, une larme lourde de reconnaissance, de fierté et de farouche volonté coulait doucement le long de la joue pâle de notre camarade Moulin. Comme il avait la tête levée, nous pouvons voir encore au travers de sa gorge les traces du coup de rasoir qu'il s'était donné en 40 pour éviter de céder sous les tortures de l'ennemi. Les tortures de l'ennemi. En mars, chargé de constituer et de présider le Conseil national de la résistance, Jean Moulin monte dans l'avion qui va le parachuter au nord de Roanne. Ce Conseil national de la résistance qui groupe les mouvements, les partis, les syndicats de toute la France, c'est l'unité précairement conquise, mais aussi la certitude qu'au jour du débarquement, l'armée en haillons de la résistance attendra les divisions blindées de la libération. Jean Moulin en retrouve les membres, qu'il rassemblera si difficilement. Il retrouve aussi une résistance tragiquement transformée. Celle-là, elle avait combattu comme une armée, en face de la victoire, de la mort ou de la captivité. Elle commence à découvrir l'univers concentrationnaire, la certitude de la torture. Désormais, elle va combattre en face de l'enfer. Ayant reçu un rapport sur les camps de concentration, il dit « J'espère qu'ils nous fusilleront avant. Ils ne devaient pas avoir besoin de le fusiller. » La résistance grandit. Les réfractaires du travail obligatoire vont bientôt emplir nos maquis. La Gestapo grandit aussi. La milice est partout. C'est le temps où, dans la campagne, nous interrogeons les aboiements des chiens au fond de la nuit. Le temps où les parachutes multicolores, chargés d'armes et de cigarettes, tombent du ciel dans la lueur des feux des clairières ou des causses. C'est le temps des caves et de ces cris désespérés que poussent les torturés avec des voix d'enfants. La grande lutte des ténèbres a commencé. Le 27 mai 1943 a lieu à Paris, rue du Four, la première réunion du CNRR. Jean Moulin rappelle les buts de la France libre, faire la guerre, rendre la parole au peuple français, rétablir les libertés républicaines, travailler avec les Alliés à l'établissement d'une collaboration internationale. Puis il donne lecture d'un message du général de Gaulle, qui fixe pour premier but, au premier conseil de la résistance, le maintien de l'unité de cette résistance qu'il représente. Au péril quotidien de la vie de chacun de ses membres, le 9 juin, le général Delestrin, chef de l'armée secrète enfin unifiée, est pris à Paris. Aucun successeur ne s'impose, ce qui est fréquent dans la clandestinité. Jean Moulin aura dit maintes fois avant l'arrivée de Sereul « Si j'étais pris, je n'aurais pas même eu le temps de mettre un adjoint au courant ». Il veut donc désigner ce successeur avec l'accord des mouvements, notamment de ceux de la zone sud. Il rencontrera leurs délégués le 21 à Caluire. Ils y attendent en effet. La Gestapo aussi. La trahison joue son rôle, et le destin qui veut qu'aux 3/4 d'heure de retard de Jean Moulin, presque toujours ponctuel, corresponde à un long retard de la police allemande. Assez vite, celle-ci apprend qu'elle tient le chef de la résistance. En vain, le jour où, au fort Montluc à Lyon, après l'avoir fait torturer, l'agent de la Gestapo lui tend de quoi écrire puisqu'il ne peut plus parler. Jean Moulin dessine la caricature de son bourreau. Pour la terrible suite, écoutons seulement les mots si simples de sa sœur. Son rôle est joué et son calvaire commence. Bafoué, sauvagement frappé, la tête en sang, les organes éclatés, il atteint les limites de la souffrance humaine, sans jamais trahir un seul secret, lui qui les savait tous. Comprenons bien que, pendant les quelques jours où il pourrait encore parler ou écrire, le destin de la résistance est suspendu au courage de cet homme. Comme le dit mademoiselle Moulin, il savait tout. Georges Bidault prendra sa succession. Mais voici la victoire de ce silence atrocement payé. Le destin bascule. Chef de la résistance martyrisé dans des caves hideuses, regarde de tes yeux disparus toutes ces femmes noires qui veillent nos compagnons. Elles portent le deuil de la France et le tien. Regarde glisser sous les chaînes nains du Quercy
avec un drapeau fait de mousseline nouée. Les maquis que la Gestapo ne trouvera jamais parce qu'elle ne croit qu'aux grands arbres. Regarde le prisonnier qui entre dans une villa luxueuse et se demande pourquoi on lui donne une salle de bain. Il n'a pas encore entendu parler de la baignoire. Pauvre roi supplicié des ombres, regarde ton peuple d'ombre se lever dans la nuit de juin constellée de tortures. Voici le fracas des chars allemands qui remontent vers la Normandie, à travers les longues plaintes des bestiaux réveillés. Grâce à toi, les chars n'arriveront pas à temps. Et quand la trouée des Alliés commence, regarde, préfet, surgir dans toutes les villes de France les commissaires de la République, sauf lorsqu'on les a tués. Tu as envié, comme nous, les clochards épiques de Leclerc. Regarde, combattant, tes clochards sortir à quatre pattes de leur maquis de chêne et arrêter avec leurs mains paysannes formées au bazooka l'une des premières divisions cuirassées de l'Empire hitlérien, la division Das Reich. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé, comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé, avec tous les rayés, tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombé sous les crosses, avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres. Entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle. Nos frères dans l'ordre de la nuit. Commémorant l'anniversaire de la libération de Paris, je disais « Écoute ce soir, jeunesse de mon pays, ces cloches d'anniversaire qui sonneront comme celles d'il y a 14 ans. Puisses-tu cette fois les entendre, elles vont sonner pour toi. » L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant, ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité, puis psalmodier dans le brouillard des Vosges et les bois d'Alsace, mêlé aux cris perdus des moutons des Tabors, quand les bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt, lancés de nouveau contre Strasbourg. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici. À côté de celle de Carnot, avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo, avec les misérables, de celle de Jaurès, veillée par la justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé, ce jour-là, elle était le visage de la France.